Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Invité Culture. À Rabat, là où l'histoire s'écrit au présent, la culture se fait demeure. C'est ici que la création de la Maison des Mondes du Livre s'élève désormais comme un sanctuaire de pierre et de lumière, un projet pérenne qui s'inscrit fidèlement dans le cadre de la vision royale, plaçant la culture au cœur du développement du Maroc. Porté avec ambition par l'Académie du Royaume du Maroc, ce projet d'envergure transforme l'éclat de la désignation par l'UNESCO de Rabat comme capitale mondiale du livre 2026 en une promesse d'éternité. Au centre de cet écrin, la bibliothèque africaine s'impose alors comme la clé de voûte de cette ambition, devenant le symbole d'un continent qui se raconte et rayonne. Au cœur de cette bibliothèque dédiée aux langues et aux récits d'Afrique, le livre retrouve sa vocation originelle, celle d'un souffle partagé, d'un pont suspendu entre les siècles et les civilisations et d'une demeure pour écrire l'avenir du monde. Et pour parler de cette bibliothèque africaine, je reçois Eugène Ebodé. Vous êtes administrateur de la chaire de littérature et des arts africains à l'Académie du Royaume du Maroc. Donc c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, un plaisir renouvelé en fait de vous recevoir sur ce plateau. Merci infiniment pour cette fidélité et cette continuité. La Maison des Mondes du Livre, donc ça annonce aujourd'hui comme une véritable promesse d'éternité, comme je le disais à l'instant en introduction. Derrière les portes de cette maison, cette première bibliothèque africaine, en quoi cette bibliothèque est aujourd'hui, on va dire, une nécessité historique et culturelle pour les générations futures, justement? Alors, elle est une nécessité parce que les temps sont aux échanges, sont aux racines, sont aussi aux récits, comme vous l'avez dit. Et il se trouve que l'Afrique regorge de récits, qu'elle est un espace, un continent d'oralité, on l'a dit, mais aussi d'écriture, et je dirais même plus, de calligraphie et de chant. Ce qui fait donc une palette extraordinairement large pour raconter le monde. Et le raconter, vous l'avez dit, les occasions se présentent devant nous. La désignation de Rabat comme capitale mondiale du livre honore le Maroc, honore l'Afrique. Et nous engage aussi à pouvoir proposer un certain nombre de choses qui soit ont été ensevelies par l'histoire, ou alors ont été oubliées, et aussi d'être à un moment important de l'histoire de l'humanité, de pouvoir jouer les rôles de charnière, de carrefour et de passerelles multiples. Vous voyez, en économie, on parle beaucoup de hub, une manière aussi de convoquer ici la culture, dont Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a estimé que là, il y avait une forme de locomotive pour faire rayonner les imaginaires africains, mais pas eux seuls. Être un lieu de rencontre avec les imaginaires du monde. Et cette Maison des Mondes du Livre en sera la représentante, et nous espérons donc y ériger un certain nombre d'éléments dont fait partie celui que vous avez indiqué, l'élément bibliothèque. Là où on trouve les livres, pas seulement les livres, mais aussi les chants, mais aussi les contes, les légendes, mais aussi de nouveaux récits fabriqués ensemble. Voilà tout ce qu'on pourra trouver dans cette bibliothèque qui remontera, parce qu'on a parlé d'histoire, à 20 000 ans d'histoire, justement. L'Afrique, berceau de l'humanité. Exactement. Un continent chargé d'histoire, une histoire qui doit être racontée, un récit qui doit être également maîtrisé, que l'on doit aujourd'hui s'approprier. Et vous l'avez dit, toujours dans le cadre de cette ouverture vers le monde, de ce dialogue permanent et constant avec les autres civilisations, puisqu'on s'en inspire et eux aussi s'inspirent de notre
de notre histoire. Oui, on s'en inspire à travers la Maison des Mondes du Livre, qui elle-même possède une inspiration de ce qu'il y a eu à Rome, la Villa Médicis, au Japon avec la Villa Kojuyama, mais aussi à Madrid, la Villa Velázquez, la Casa Velázquez. Et puis, vous avez également, dans les traditions du monde, j'évoquais ici le chant, par exemple, et on sait que les griots ont eu un rôle très important. Il se trouve que sous Soundiata Keïta, et là on est au XIIIe siècle, sous Soundiata Keïta, il y avait une griotte, Djilimassou Ntougmagnon, qui racontait les épopées, et notamment la fameuse bataille de Kirina en 1235, qui permet à Soundiata Keïta de fédérer l'Empire. Et à partir de cette victoire de Kirina, il y a la charte du Mandé. Il y a effectivement une rencontre déjà pour que l'Afrique, une partie de cette Afrique de l'Ouest, puisse avoir un horizon commun. Et vous voyez qu'avec le chant, l'épopée, le conte, on peut faire des parallèles avec le no au Japon, qui lui aussi représente à la fois une forme théâtrale, une représentation du récit. Et ce sont ces échanges, ces correspondances que nous souhaitons mettre en évidence. Une culture orale, la parole des griots qui sera intégrée donc, dans cet espace dédié au livre. Quelles autres littératures voulez-vous créer avec quelles autres littératures voulez-vous créer des passerelles également? Je viens d'évoquer le Japon, mais il y a déjà l'immensité des registres africains. Vous voyez, entre la littérature orale, les littératures écrites, les passerelles que certains auteurs ont pu mettre. Nous avions eu un échange très instructif lors du séminaire portant sur les essentiels des littératures africaines à l'Académie du Royaume du Maroc, où très justement, la directrice de la fondation Amadou Ampateba, qui se trouve être la fille d'Amadou Ampateba, Roukiatou, cette dame qui porte sur elle, avec une énergie incroyable et un talent prodigieux, la préservation de la mémoire d'Amadou Ampateba, eh bien, elle montre comment, à partir des récits oraux, à partir des mythes, à partir de l'ontologie Peul, Amadou Ampateba lui-même a construit des récits. Les récits initiatiques Peul, il a aussi retransmis aussi les héritages qu'il avait reçus de Tierno Bokar, un enseignement oral qu'il a fait monter à l'écrit. Vous aviez aussi Djibril Tamsir-Niane, qui lui a raconté l'épopée de Soundiata Keïta en mobilisant les griots, en faisant en sorte que la lignée des Kouyaté, qui sont les grands conteurs, qui sont donc de la littérature adossée à la littérature orale, puissent apporter leur contribution pour écrire des livres. Et l'épopée de Soundiata, on la doit aux griots qui ont préservé une mémoire. Donc déjà, à l'intérieur du patrimoine africain et des différents registres qui la composent, il faut déjà construire des ponts, des passerelles. Et je parlais par exemple du chant, vous avez aussi dans le monde contemporain, vous avez des personnages importants comme Myriam Makeba, qui venait de l'Afrique australe et qui a été reçue en Guinée, là où il y a justement les maîtres de la parole, pour que sa musique engagée porte aussi des enseignements sur ce que nous avons à partager ensemble et les récits qui peuvent refonder une nouvelle humanité. Et puis, comment ne pas parler des littératures européennes dont nous avons des héritages croisés. Vous savez que les 1001 nuits ont eu beaucoup de performateurs, dirons-nous.
Mais vous avez dans cette tradition du conte Ésope, Ésope qui était d'origine africaine et qui a vécu au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, a été récupéré par la littérature française écrite à travers les fables de La Fontaine. Vous avez aussi, et c'est Dieudonné Niamankou qui, en intervenant au cours de notre séminaire, a raconté que l'Orient proche, le monde arabe, pour le nommer, avec des figures comme Antar ou Antara, les Mualakat, eh bien, ce personnage avait une mère d'origine éthiopienne. C'était un métis. Il a porté en lui une part d'Afrique. Et vous voyez qu'à travers ces personnages, je pourrais poursuivre aussi à travers Pouchkine, et mettre des parallèles, des ponts, construire des ponts avec les littératures russes, dont l'arrière-grand-père de Pouchkine, Abraham Hannibal, était d'origine camerounaise, comme l'a révélé le livre de Dieudonné Niamankou. Et cet arrière-grand-père était lui-même porteur de la nouvelle manière de raconter le récit russe, puisque lorsque le tsar Pierre le Grand met il évite la dislocation qui existait dans l'usage du russe, qui était réservé aux spirituels. Il permet que le russe puisse aussi rejoindre l'espace profane. Et c'est Abraham Hannibal, avec la mathématique, parce qu'il sera à la fois ingénieur, constructeur de protection, mais aussi de ponts, justement, mais aussi un génie en matière civile, du génie civil. Il va élaborer des traités, il va écrire dans des traités, et cette histoire scientifique raconte aussi les aventures de l'esprit humain. Il faut les intégrer comme des précurseurs et non se les approprier pour des revendications purement continentales et chauvines. C'est l'ouverture que nous voulons pratiquer et cette maison en témoignera, j'espère. Une Afrique qui choisit ses propres livres, une pensée africaine qui s'est nourrie de la philosophie universelle et qui l'a également nourrie, comme vous l'avez dit, et puis donc une bibliothèque ouverte au monde. Comment justement dans ce contexte s'assurer qu'elle s'inspire des grands courants universels, évidemment, de la pensée universelle, sans perdre son identité aujourd'hui? C'est toujours une alchimie qu'il faut trouver, n'est-ce pas? Et nous réunissons pour ce faire des intellectuels. Figurez-vous que lors du premier volet du séminaire pour construire cette bibliothèque africaine, nous avions en ligne des contributeurs d'une cinquantaine de pays et donc partenaires de ce mouvement de recensement pour avoir un catalogue bien sûr, qui sera privilégié pour qu'on y intègre des auteurs de référence. Et vous parliez de philosophie. Il se trouve que Anton Wilhelm Amo était un philosophe des Lumières, originaire du Ghana, qui avait été pris en esclavage au XVIIe siècle. Et au XVIIIe, Wilhelm Amo, parti de Hollande, dans les universités allemandes, a écrit des textes d'ailleurs sur la liberté justement des esclaves, les droits inaliénables. Et ces textes rejoignent les courants de pensée, les abolitionnistes et tous ceux qui ont chanté la liberté sans frontières, sans entraves, pour que le génie humain soit reçu d'où qu'il vienne et qu'il participe de la féerie du monde. C'est cette recherche de réenchantement du monde que nous essayons d'explorer avec des penseurs et des universitaires marocains. Nous sommes au Maroc, ils y contribuent. Je les ai rebaptisés du thème, parce qu'au début, ils étaient 4, du thème des 4 mousquetaires. Mais ces mousquetaires s'agrandiront. Et en ligne, il y en avait d'autres venus du Sénégal, de l'Afrique australe, puisque Alioune
Alioune Sall, qui est un membre de l'Académie du Royaume du Maroc et qui vit en Afrique du Sud, était un contributeur et il est même l'oncle d'un auteur qui sera dans cette bibliothèque, David Diop, qui a écrit Frères d'âme. Vous voyez que le récit est aussi diasporique. En parlant de David Diop, le récit est diasporique. Il ira en Haïti, il ira aux États-Unis, il ira revisiter Booker T. Washington, il ira revoir l'homme ultra vocal, Franck Étienne de Haïti. Il explorera divers horizons qui nous permettent justement de faire en sorte que cette bibliothèque soit riche, qu'elle contienne à peu près 300 ouvrages à la fois écrits, mais aussi des textes du répertoire oral. Et qu'elle tienne cette promesse d'éternité également. Oui, promesse d'éternité. Vous voyez, quand je parle de calligraphie, j'évoque tout de suite ici Ratibi, qui lui-même aussi nous a fourni un beau livre sur la calligraphie du monde arabe et qui appartient aussi à cette bibliothèque que nous voulons explorer, exposer et partager avec les autres. Et avec les jeunes notamment pour la transmission de cette mémoire africaine. Merci à vous Eugène Ebaudet, c'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci d'avoir fini par la jeunesse. C'est à elle qu'appartient l'avenir, pour peu qu'on lui fournisse des références et des moyens de pouvoir construire et poursuivre le chemin. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Très bonne soirée.